You're listening to Skillbird. L'intelligence artificielle va-t-elle détruire tous les emplois? C'est la question qui tourne en boucle depuis des années. On la lit absolument partout. Partout, oui. C'est inévitable. À la machine à café, dans la presse, enfin, c'est omniprésent. Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence, c'est la mauvaise question. C'est clair. C'est une vision, disons, beaucoup trop binaire pour une réalité qui est infiniment plus complexe. La véritable interrogation, celle qui devrait préoccuper quiconque s'intéresse à la transformation actuelle du monde du travail, c'est tout autre chose. Complètement. Il faut plutôt se demander pourquoi l'absorption de cette technologie par les organisations est-elle en réalité si lente? Et quelle dette de compétences silencieuses est-on en train d'accumuler, là, en ce moment même? C'est un recadrage qui est indispensable. Faut bien comprendre que cette focalisation sur une hypothétique apocalypse de l'emploi, ça occulte les dynamiques structurelles qui se jouent vraiment au sein des entreprises. Ce qui est fascinant ici, c'est d'observer le décalage, cet écart immense entre le potentiel pur de la technologie et sa véritable intégration. Exactement. Et c'est précisément la mission de notre analyse détaillée d'aujourd'hui. On va plonger au cœur d'une tension massive, presque un paradoxe en fait, qui émerge entre deux études majeures et très récentes. Deux visions qui semblent s'opposer, oui. C'est ça. D'un côté, on a le fameux benchmark GDPVAL qui a été publié par OpenAI en octobre 2025. Et cette étude affirme, avec une montagne de données à l'appui, que l'intelligence artificielle approche désormais la qualité de production d'experts humains extrêmement chevronnés. Oui, on ne parle plus de petites tâches simples. Chercheurs Massenkoff et McCrory en mars 2026, et elle démontre de manière implacable que l'impact global de l'IA sur le chômage reste à ce jour quasiment invisible. Donc, on a un écart béant entre la théorie du laboratoire et la pratique du bureau. Cet espace flou, cet écart, c'est la clé pour comprendre notre époque. Il y a une zone de friction immense entre ce que la machine est théoriquement capable d'accomplir dans les conditions idéales d'un test et ce qu'elle parvient réellement à faire quand elle est jetée dans la complexité, le désordre et l'incertitude du quotidien d'une entreprise. Ah, le chaos de la vraie vie, quoi. Absolument. Valider un test de performance académique, c'est une chose, mais s'intégrer dans un écosystème humain avec ses règles non dites, c'en est une toute autre. Bon, décortiquons un peu tout ça en commençant par planter le décor avec l'étude d'OpenAI. Le benchmark GDPVAL, ce n'est pas du tout un énième test académique déconnecté de la réalité. L'objectif d'OpenAI, c'était vraiment de mesurer les performances de ces modèles sur des tâches à très haute valeur économique. On est loin du résumé d'article Wikipédia. Mais tellement! Ils n'ont pas demandé à l'IA d'écrire un petit poème. Ils ont sélectionné 44 métiers répartis dans les 9 secteurs qui contribuent le plus au produit intérieur brut américain. On parle de secteurs qui représentent près de 3 000 milliards de dollars de salaire annuel. C'est colossal. C'est massif. On a des ingénieurs en mécanique, des infirmières, des courtiers en immobilier, des avocats. Et le détail qui tue, le point vraiment important, c'est qu'ils n'ont pas comparé l'IA à des stagiaires. Les experts humains évalués dans cette étude ont, en moyenne, 14 années d'expérience dans leur domaine. 14 ans, oui. Et cette méthodologie marque une vraie rupture avec la façon dont on évaluait l'IA jusqu'à présent. Historiquement, on soumettait les modèles à des examens très standardisés. Le fameux examen du barreau. Voilà, on leur faisait passer le barreau pour les avocats ou des concours médicaux. Le problème, en fait, c'est que réussir un examen écrit ne prouve absolument pas qu'on sait faire le travail sur le terrain. C'est sûr. Un avocat qui connaît le droit par cœur n'est pas forcément un bon avocat face à un dossier complexe avec des vrais clients. Et GDPVAL a contourné ce biais en demandant à des professionnels de concevoir des tâches réelles, celles qui constituent leur quotidien. Et pour donner une idée concrète à notre auditoire, on parle de concevoir le modèle 3D d'un support industriel avec des contraintes de poids, des contraintes de matériaux très spécifiques. Ou de la rédaction pure. Oui, rédiger un mémo juridique complexe incluant des jurisprudences super récentes ou encore analyser un dossier médical complet, des images de lésions cutanées pour faire un rapport dermatologique, c'est pas rien. Non, ce sont des tâches qui prennent normalement des heures, voire des jours entiers à un humain très qualifié. Et le processus de validation est tout aussi rigoureux, ce qui donne beaucoup de poids à l'étude. Le travail produit, que ce soit par l'humain avec ses 14 ans d'expérience ou par la machine, est ensuite évalué à l'aveugle par un panel d'autres experts du même domaine. Donc un processus en double aveugle. C'est ça. Les évaluateurs ne savent pas du tout s'ils notent une IA ou un confrère. Et c'est là que les résultats sont frappants. Les résultats donnent franchement le vertige. Le modèle Claude Opus 4.1, par exemple, il égale ou surpasse le travail de l'expert humain dans près de 48% des cas.
Il excelle tout particulièrement sur ce qui touche à la mise en forme, à l'esthétique et à la structuration visuelle des livrables. Et du côté d'OpenAI? Le modèle GPT-5 se distingue par une précision clinique sur les textes purs et le respect scrupuleux d'instructions à tiroirs multiples. Et la progression de ces outils, elle est linéaire et brutale. Entre les modèles du printemps 2024 et ceux de l'été 2025, les performances ont tout simplement doublé, voire triplé sur certains secteurs. C'est une trajectoire exponentielle. Complètement. Et bien sûr, il faut aborder la question du coût, en temps brut de calcul de la machine, l'inférence dans le jargon technique, et en tarif d'accès, ces modèles coûtent environ 100 fois moins cher et vont 100 fois plus vite que l'expert humain. Quand on pose ces chiffres sur la table, l'intuition première, c'est de se dire que le marché du travail va s'évaporer dans les 6 mois. Et c'est exactement là qu'intervient l'illusion de la capacité parfaite. C'est redoutable quand on isole ces statistiques. Faut impérativement replacer ces résultats spectaculaires dans leur contexte expérimental. Les chercheurs d'OpenAI sont d'ailleurs très transparents sur les limites de leur propre étude. Heureusement. GPT-Val teste les modèles dans un environnement hautement contrôlé, littéralement sous cloche. C'est ce qu'on appelle une évaluation en une seule passe, le zéro shot. Ce qui veut dire que le modèle reçoit un prompt absolument parfait d'entrée de jeu. Exactement. La machine reçoit une instruction claire, le contexte exhaustif est fourni, tous les fichiers de référence sont déjà triés, ils sont nettoyés, mis au bon format, l'IA n'a plus qu'à exécuter la tâche. Le rêve de tout travailleur, en fait. Oui, sauf que le monde professionnel ne fonctionne jamais de cette manière. Le travail de la connaissance, au quotidien, c'est d'abord un exercice de gestion de l'ambiguïté et de gestion du chaos. C'est vrai. Avant même de rédiger ce fameux mémo juridique qui sera jugé parfait par un pair, l'avocat humain doit accomplir un travail invisible colossal. Il doit extraire les informations pertinentes d'un client qui est souvent confus, qui ne sait pas ce qu'il veut. Ou qui cache des choses. Absolument. Il doit naviguer dans des non-dits, comprendre les enjeux politiques internes à l'entreprise du client, et parfois même négocier ce que le client exige par rapport à ce dont il a réellement besoin pour gagner son procès. Tout ça, c'est un savoir tacite énorme, une intuition sociale et stratégique. Et l'intelligence artificielle manque cruellement de ce contexte organique. D'ailleurs, quand on regarde les annexes de l'étude GPT-Val, dès que les chercheurs réduisent un peu le contexte fourni dans le prompt initial, en demandant simplement au modèle de se débrouiller pour fouiller dans un dossier désorganisé et trouver la bonne information tout seul, les performances s'effondrent. C'est la limite actuelle de la technologie. L'IA n'est pas, à ce stade, un travailleur autonome, capable d'initiatives stratégiques. C'est un moteur d'exécution surpuissant qui, s'il est couplé à une supervision humaine experte, permet de gagner un temps précieux. Mais ce moteur a besoin de rails. Exactement, il nécessite une direction extrêmement claire pour fonctionner correctement. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette notion de rail nous amène directement à notre seconde étude, celle publiée par Anthropic en mars 2026. Ces chercheurs ont regardé l'éléphant dans la pièce. Ils se sont dit, OK, si l'IA est si performante en théorie, avec des scores qui crèvent le plafond sur des tâches d'experts, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'économie se transformer instantanément? Où est le séisme qu'on nous promet? Et pour y répondre, ils ont développé une métrique fascinante. Oui, la nouvelle métrique qu'ils appellent l'exposition observée. Il faut bien comprendre pourquoi cette métrique est une évolution majeure dans la façon d'analyser les choses. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des études économiques sur l'IA se comptait d'évaluer le potentiel. C'était très théorique. Très théorique. On prenait une fiche de poste, on listait les tâches et on cochait ce que la machine pouvait faire sur le papier. La métrique d'exposition observée d'Anthropic va beaucoup plus loin. Elle croise cette capacité théorique avec l'usage réel, mesuré directement sur le terrain. Et comment ils font ça concrètement pour mesurer l'usage réel? Ils analysent les données d'utilisation réelles sur leur propre plateforme. Ils regardent ce que font les millions d'utilisateurs professionnels. Mais surtout, et c'est le point clé, ils analysent l'utilisation via leur API. Ah oui, l'API. L'API, c'est le canal par lequel les entreprises intègrent directement l'IA au cœur de leur propre logiciel interne, sans passer par une interface de discussion classique de type chatbot. Cette exposition observée agit donc comme une vraie boussole de l'impact réel. Une boussole qui indique la réalité du terrain. C'est ça. Elle mesure si une tâche est non seulement automatisable, mais si elle est effectivement en train d'être automatisée dans les processus d'une entreprise aujourd'hui. Et les chiffres qui ressortent de cette exposition observée dressent un tableau radicalement différent des prédictions théoriques. C'est flagrant. Prenons l'exemple des métiers de l'informatique et des mathématiques. Ce sont des métiers qui sont censés être en première ligne. Les plus touchés en théorie. L'étude montre que 94% des tâches de ces professions sont théoriquement réalisables ou fortement accélérables par l'IA. 94%, c'est une automatisation quasi totale sur le papier.
Mais quand on bascule sur l'usage réel, la couverture observée ne touche que 33% de ces tâches. Un tiers seulement. Un tiers. Il y a un gouffre entre le possible et le déployé. Cela dit, quand on dresse le palmarès des professions qui sont aujourd'hui les plus réellement exposées par l'usage quotidien, on trouve très logiquement les programmeurs informatiques en tête, avec un taux d'environ 75%. Suivi par d'autres métiers très processés. Oui, ils sont talonnés par les agents de service client à 70%, puis par les métiers de la saisie de données. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette lenteur d'absorption n'a absolument rien d'une anomalie. En fait, c'est même une constante lors de chaque grande révolution industrielle. L'adoption d'une technologie de rupture crée toujours une forme de paralysie initiale au sein des entreprises. L'inertie des organisations humaines est colossale. C'est le facteur humain qui ralentit la machine. Il y a de ça et il y a les règles. Il suffit d'observer les freins actuels. Une entreprise ne peut pas simplement brancher une IA sur ses serveurs du jour au lendemain comme on branche une lampe. Il y a des contraintes juridiques très strictes. Bien sûr. Il y a des normes de confidentialité drastiques concernant les données des clients. Il est évidemment hors de question d'injecter des données sensibles dans un modèle public sous peine de poursuite immédiate. Sans parler de la complexité purement technique, intégrer des modèles de langage de pointe dans des architectures logicielles d'entreprise qui ont parfois 20 ans d'âge, c'est un cauchemar informatique. Un vrai casse-tête. Et au-delà de la technique, il y a ce facteur humain dont on parlait, cette nécessité viscérale qu'ont les professionnels de revérifier le travail de la machine ligne par ligne. Surtout quand l'enjeu financier, légal ou médical est très important. On ne laisse pas l'IA valider un diagnostic toute seule. L'étude d'Anthropic fait d'ailleurs un parallèle très pertinent avec les travaux de l'économiste Paul David sur ce qu'il a appelé le paradoxe de la productivité. À la fin du 19e siècle, l'électricité a été inventée, les premiers moteurs électriques sont apparus, on s'attendait logiquement à une explosion immédiate de la productivité dans les usines. La révolution instantanée. Et pourtant, il a fallu attendre près de 30 ans pour que les statistiques économiques décollent enfin. Pourquoi un tel délai? 30 ans, c'est énorme. Parce qu'il ne suffisait pas de remplacer une vieille machine à vapeur par un moteur électrique. Les usines de l'époque, elles étaient construites en hauteur, sur plusieurs étages, autour d'un immense arbre de transmission central qui était lié à la machine à vapeur. D'accord, l'architecture même de l'usine était pensée pour la vapeur. Exactement, pour tirer parti de l'électricité, qui permettait d'avoir des petits moteurs individuels sur chaque poste de travail, il fallait raser les usines, il fallait les reconstruire de plein pied, il fallait repenser entièrement la chaîne de montage, la logique de production. Et même, il fallait attendre qu'une nouvelle génération de directeurs remplace l'ancienne pour changer les mentalités. Et l'analogie est parfaite avec ce qu'on vit aujourd'hui. On vit très exactement le même décalage. L'outil cognitif est là, il est surpuissant, mais l'architecture de nos entreprises, nos processus de validation, nos hiérarchies, tout ça n'est pas encore adapté pour l'absorber pleinement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour le marché de l'emploi actuel? On arrive ici au cœur du réacteur de l'étude d'Anthropic. Si on écoute les discours les plus alarmistes, les bureaux devraient déjà se vider et les files d'attente à Pôle emploi s'allonger. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Pas du tout. En analysant les données macroéconomiques américaines depuis la sortie publique de ChatGPT fin 2022, l'étude prouve que l'IA n'a causé aucune vague de chômage global. Les chercheurs ont divisé le marché du travail en plusieurs segments. Ils ont comparé l'évolution du chômage des travailleurs situés dans le quartile le plus exposé à l'IA, c'est-à-dire les 25% des professionnels dont les tâches correspondent le plus aux capacités de la machine. Les programmeurs, les rédacteurs, etc. Voilà. Et ils les ont comparés avec l'évolution des travailleurs totalement non exposés, comme les artisans ou les ouvriers du bâtiment. Et le résultat, récent. Les deux courbes évoluent de manière quasi identique. C'est incroyable. L'impact direct de l'IA sur les licenciements massifs est tout simplement invisible dans les statistiques. Ce constat nécessite une analyse vraiment fine. Faut pas tomber dans le piège de l'optimisme béat. Il serait naïf de crier victoire et de penser que la technologie n'aura aucun impact. L'absence de licenciements massifs s'explique par la nature même du travail. Les entreprises ne se séparent absolument pas de leurs experts seniors, ceux qui détiennent justement ces 14 années d'expérience qui sont tant valorisés dans le benchmark d'OpenAI. Au contraire, on a l'impression qu'ils sont encore plus précieux. Ces profils deviennent cruciaux. Le marché a désespérément besoin de ce fameux savoir tacite, de cette capacité à gérer l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure, pour encadrer, orienter et surtout valider le travail des modèles. Les organisations utilisent l'IA comme un exosquelette cognitif pour leurs seniors. Un exosquelette cognitif, c'est une très belle image.
Elle délègue à la machine la base du travail, les recherches préliminaires, les premières ébauches de code, les tâches de mise en forme ou le tout premier tri des données. Mais l'humain garde la barre. Et c'est précisément ici que l'étude révèle une donnée qui fait l'effet d'une bombe silencieuse. Parce que si le chômage global ne bougeait pas, et si les seniors gardent leur poste et gagnent même en productivité, un signal faible, mais extrêmement préoccupant, émerge dans les données. Le fameux signal sur les juniors. Exactement. Il concerne une tranche très spécifique de la population, les jeunes travailleurs, ceux qui sont âgés de 22 à 25 ans. Dans les professions fortement exposées à l'IA, le taux de recrutement de ces jeunes talents a chuté d'environ 14% par rapport au niveau de 2022. 14%, c'est énorme pour une cohorte spécifique. La courbe d'embauche pour ce groupe précis est en train de dévisser totalement, alors qu'elle reste parfaitement stable pour les travailleurs plus âgés dans ces mêmes secteurs d'activité. C'est le véritable signal d'alarme de cette période de transition. Le choc technologique sur l'emploi ne prend pas la forme spectaculaire d'une vague de licenciements qu'on verrait au journal télévisé. Il prend la forme beaucoup plus insidieuse d'un gel discret des embauches au poste de premier niveau. Parce que financièrement, le calcul est vite fait pour l'entreprise. La logique financière à court terme est implacable. Si une intelligence artificielle est désormais capable d'effectuer le travail de base, de dégrossir un dossier juridique ou de structurer un tableur complexe en quelques secondes pour une fraction du coût, quel est l'intérêt d'embaucher un diplômé junior pour faire de la saisie ? Ou la première révision de code. Voilà. Pour une entreprise, la machine est devenue le stagiaire parfait. Elle est inépuisable, elle est ultra rapide, elle ne se plaint jamais et elle ne demande pas de congés payés. La faille dans ce raisonnement, et elle est immense, c'est qu'un analyste junior ou un jeune avocat, il ne fait pas ces tâches basiques juste pour le plaisir de produire des lignes de texte ou des tableaux. Bien sûr que non. Il les fait avant tout pour apprendre son métier. C'est la définition même de l'apprentissage par la pratique. Si on lui enlève ça, comment il forme ? Ce qui nous amène directement à un concept fondamental dans notre analyse, la dette de compétences. L'apprentissage cognitif, dans l'immense majorité des métiers de la connaissance, exige de passer par une phase d'imprégnation. C'est le moment où on en bave un peu pour comprendre les rouages. C'est exactement ça. Il faut imaginer un jeune développeur qui sort tout juste d'école. C'est en passant des heures, parfois au milieu de la nuit, à chasser un bug mineur dans des lignes de code infinies ou en rédigeant un code d'abord très maladroit qu'il doit ensuite optimiser avec son manager, qu'il construit progressivement son intuition. Son instinct professionnel. Oui, c'est face à l'erreur et face à la répétition de tâches parfois très rébarbatives que se forge le jugement professionnel solide. En supprimant purement et simplement cette étape, sous couvert d'une optimisation immédiate de la productivité, les entreprises ferment tout simplement l'accès au terrain d'entraînement. Elles sont en train de sacrifier à long terme leur propre capacité à produire de la véritable expertise. Peut-être le salaire d'un junior aujourd'hui sur son bilan comptable, mais elle détruit le vivier dans lequel elle devra impérativement puiser ses experts de demain. C'est une dynamique absolument fascinante à récapituler avant de se quitter. Aujourd'hui, on dispose de modèles d'intelligence artificielle qui frôlent, voire qui égalent, la qualité de production d'experts humains chevronnés sur des tâches complexes. Ça, c'est ce que prouve de manière éclatante le benchmark JDPVAL d'OpenAI. Les machines valent un expert de 14 ans d'expérience Sur le papier. sur le papier. Car cette prouesse technologique théorique se heurte de plein fouet au mur de la réalité organisationnelle. Comme le démontre la métrique d'exposition observée d'Anthropic, l'absorption de cette technologie par nos économies est lourdement freinée. Freinée par l'inertie de nos structures, par des barrières juridiques et par ce besoin très humain de garder le contrôle final. Et le résultat de cette équation complexe, on l'a vu, ce n'est pas le chômage de masse apocalyptique tant redouté. Non, c'est une transformation beaucoup plus pernicieuse. Les portes d'entrée du marché du travail se referment progressivement pour les plus jeunes, accumulant un grave déficit de transmission du savoir. Lieux professionnels respectifs, si les organisations systématisent la délégation des tâches primaires aux intelligences artificielles pour des raisons évidentes de rentabilité immédiate, comment émergeront les experts humains dans 10 ou 15 ans ? C'est une vraie bombe à retardement. Lorsque la génération actuelle de professionnels seniors, ceux qui ont acquis leur jugement critique de manière traditionnelle, par l'effort, la répétition, et qui sont aujourd'hui capables de valider le travail de la machine, lorsque ces gens-là partiront à la retraite, qui, au sein de ces mêmes entreprises, aura accumulé suffisamment d'intuition et d'expérience intime de la matière pour être capable de juger si l'intelligence artificielle a raison ou si elle se trompe lourdement ? C'est sur cette interrogation fascinante que nous clôturons notre exploration du jour.
Merci infiniment pour cet échange d'une grande richesse. J'invite tous ceux qui nous écoutent à observer attentivement la transformation silencieuse de leur propre milieu de travail. C'est la fin de notre décryptage en profondeur. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez aller plus loin sur la transformation des compétences et du travail, tout est sur skillberg.app. N'hésitez pas à partager ou à découvrir nos autres analyses. À très vite.